Ça, c'est Youssou Ndour. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la solution du ministre de la Justice, garde des Sceaux pour désengorger les prisons. Ismaël Madior Fall milite pour l'aménagement des peines de substitution. En visite ce matin dans les établissements pénitentiaires de Dakar, il s'est félicité des politiques mises en place pour l'amélioration des conditions des détenus. Ismaël Madior Fall qui s'invite au débat sur le mandat présidentiel. Le ministre de la Justice soutient que nul ne peut faire plus de 2 mandats conformément à l'article 27, un débat qui s'est également invité lors d'un séminaire du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Le chef de l'État se prononce sur la crise à Yavuz Selim. Macky Sall soutient que l'administration de l'école a été prévenue depuis longtemps, mais elle a voulu mettre l'État devant le fait accompli. Les habitants de Bargny très en colère. Ils déplorent l'absence de concertation autour de la construction de la centrale à charbon située dans leur localité. Ils comptent mener le combat pour le respect de leurs droits. Et puis l'invité du 20h, il s'agit d'Aliou Tine, le directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sera avec nous pour commenter l'actualité. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Aménager des peines de substitution, une idée du garde des Sceaux, ministre de la Justice pour désengorger les prisons au Sénégal. En visite ce matin dans les établissements pénitentiaires de Dakar, Ismaël Madior Fall s'est félicité des politiques mises en place par l'administration pour améliorer les conditions des détenus. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Il y a encore dans notre pays une relative surpopulation dans les prisons. C'est pour ça, par exemple, que l'option a été faite par le président de la République, M. Macky Sall, de construire aujourd'hui une extension à Sébikotane de la prison de Rebeuss avec 500 places qui vont être aménagées pour désengorger la prison de Rebeuss. Il y a aussi le projet de construction d'une nouvelle prison qui doit aller jusqu'à 2000 ou 2500 places. Donc il y a aussi des défis liés aussi à la longueur encore des détentions. Il y a encore des prisonniers qui peuvent faire encore un certain nombre de temps, plus de 6 mois ou parfois même plus d'une année, sans être jugés, que ce soit en première instance ou en appel. Ça reste un défi à relever. Il faut arriver à réduire la durée des détentions. Il faut dire aussi qu'il y a aujourd'hui une surpopulation aussi qui est liée un peu à la politique pénale. Parfois, les gens aussi se sont retrouvés en prison sur la base de certaines infractions qui ont été commises, mais des infractions pour lesquelles on aurait pu et on devrait de plus en plus d'ailleurs aménager des peines de substitution, aménager des peines alternatives. Parce qu'il y a des infractions pour lesquelles l'individu mérite certainement la privation de liberté. Mais il y a d'autres infractions pour lesquelles on peut aménager, surtout que la loi l'a déjà prévu, d'autres formes alternatives
de peine. Donc, pour l'essentiel, je pense que il aurait été très intéressant qu'il y ait des sessions portes ouvertes des prisons au Sénégal. C'est-à-dire que les Sénégalais puissent voir ce qui se passe dans les prisons. Il aurait été intéressant que les parlementaires, les députés par exemple, puissent venir voir ce qui se passe dans les prisons. Parce que quand on vient visiter les prisons, évidemment on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. J'en sais à rien dire ça. Il y a des problèmes, il y a des défis à relever, mais on relativise beaucoup de choses. On relativise beaucoup de choses, notamment au niveau de l'alimentation des prisonniers. On relativise, on se rend compte que l'alimentation est correcte. On relativise beaucoup de choses sur les conditions d'hygiène. Je vous le disais dans les titres, nous recevons dans ce 20h M. Alioune Tine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. M. Tine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez d'écouter le ministre de la Justice qui parle de peine de substitution. Mais avant d'en parler, dites-nous, quel aperçu avez-vous de l'univers carcéral du Sénégal? Écoutez, c'est un univers qui donne le tournis. J'ai eu l'occasion de visiter ces prisons, d'aller à l'intérieur. Il est rare qu'on puisse avoir cette possibilité, mais j'ai été ahuri. Et vraiment, c'est un univers, quand vous allez dedans, vous allez avoir froid dans le dos. Vous ne pouvez pas croire que des êtres humains puissent vivre dans les conditions dans lesquelles les gens vivent. Ici, à Rebeuss, dans certaines cellules, à l'intérieur, même avec des fous. Et qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? Le surpeuplement? C'est une option répressive qui doit être réexaminée. Absolument répressive. Donc, je suis très content d'entendre le ministre parler de peine alternative. Vous savez, c'est dans les années 94-95, quand la RADDHO a sorti pour la première fois son rapport sur les prisons au Sénégal, après avoir visité l'ensemble des prisons, qu'on proposait justement des peines alternatives. Il y a des pays qui le font et qui réussissent. Je pense que la prison, c'est effectivement pour permettre à quelqu'un, c'est la privation de liberté, et pour permettre à quelqu'un de payer sa dette vis-à-vis de la société. Et il y a plusieurs manières de payer cette dette. Et il me semble quand même humaniser les prisons, c'est une urgence aujourd'hui au Sénégal. Et donc vous pensez que ces peines alternatives peuvent participer à désengorger nos prisons? Absolument, parmi d'autres. Parmi d'autres, les peines alternatives peuvent permettre effectivement de désengorger les prisons. Dans beaucoup de pays, d'ailleurs, ça se pratique dans de grands pays, des travaux d'intérêt public, ou bien donner la possibilité des prisons à l'air libre, les gens avec leurs champs, travailler. Et puis, il me semble que le concept de prison que nous avons et que nous avons hérité de l'époque coloniale, ça n'a pas changé. D'ailleurs, ce sont les mêmes prisons qui sont là pour les mêmes personnes. Vraiment, le temps est venu aujourd'hui d'engager une réflexion globale avec la société civile, avec effectivement les populations pour quand même humaniser les prisons. Ce qui s'y passe, franchement, c'est... Des fois, nous avons l'impression que c'est l'absolu de la déshumanisation parce que ça rappelle les cales des esclaves. Des fois même, on se dit, est-ce que la vie n'est pas meilleure dans les cales des esclaves que dans les prisons? Donc la solution, construire également d'autres... Absolument reconstruire. Je pense que depuis longtemps, on parle vraiment de la prison qui doit être reconstruite du côté de Rufisque. Mais jusque-là, bon, on n'a pas encore assisté à la pose de la première pierre. Voilà, on va progresser, M. Tine, pour parler de cette histoire de troisième mandat présidentiel qui refait surface au niveau d'Amnesty. Comment appréciez-vous ce débat qui est en train de s'installer dans l'espace public? Ça, ce n'est pas le débat d'Amnesty, mais Alioune Tine, en tant que citoyen sénégalais, vraiment, qui a beaucoup travaillé sur la question effectivement de la Constitution. On a vulgarisé d'ailleurs avec l'actuel ministre de la Justice qui travaille avec nous dans les années 2010-2011. De mon point de vue, nous avons l'habitude dans les sciences politiques et concernant les alternances d'avoir exclusivement recours à la voie des constitutionnalistes. Donc, pour moi, personnellement, c'est une question de philosophie politique. C'est une question de philosophie politique. Et je pense que dans la culture démocratique du Sénégal aujourd'hui, la limitation des mandats à 2, c'est inscrit dans l'ADN des Sénégalais. Depuis le 23 juin. Et ce n'est pas seulement des Sénégalais. On a vu ce qui s'est passé au Burkina.
On a vu ce qui s'est passé également au Niger avec la Tazartier. Et aujourd'hui, avec le président en exercice de la CEDEAO au Togo, avec Faure, aujourd'hui, il y a pratiquement beaucoup de gens qui vont pour les médiations à cause de la limitation de mandat. Mais avec cette nouvelle constitution issue du référendum, est-ce qu'on peut, quelque part, la loi peut le permettre? De mon point de vue, non. À la limite, je dis, ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit de la Constitution qui prévaut. En réalité, on peut dire que les mandats, ne pas faire même de ratiocination de mon point de vue, parce que les constitutions ne sont pas écrites tout le temps et partout par des constitutionnalistes. En 1789, c'est la BCS qui a écrit la Constitution française. Les constitutions françaises récentes, 45, 58, vous aviez Senghor, agrégé de lettres, Pompidou, agrégé de lettres, vous avez même Houphouët-Boigny. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'éminemment politique. C'est pour ça que nous avons besoin d'une culture politique extrêmement élevée. Nous avons besoin d'une morale politique, nous avons besoin d'une éthique politique. Maintenant, ce sont les machiavélismes et la mauvaise foi de ceux qui veulent rester au pouvoir. Ce ne sont pas des gens qui vont être arrêtés quand même par des dispositions de la Constitution. On l'a vu effectivement récemment avec le 23 juin. Donc quelqu'un qui va oser vraiment va se frotter avec le peuple. Les gens ne l'accepteront plus ici au Sénégal. Voilà le problème. Est-ce qu'on peut penser que c'est un ballon de sonde qui a été lancé pour tester? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement que notre ami, parce que c'est un ami que nous respectons beaucoup, Babacar Gueye, avec qui nous avons travaillé beaucoup, c'est quelqu'un qui est de très bonne foi. Donc il a donné sa lecture. Voilà. Je veux dire que le droit, ce n'est pas une science exacte, c'est une science sociale. Et aujourd'hui, quand on travaille sur, si vous voulez, les sciences politiques, les gens qui sont les plus avancés, les Rosanvallon, c'est des historiens. Je peux dire chez nous aussi Achille Mbembe, les Mamadou Diouf. Ce sont des philosophes, Cynthia Fleury. Ce sont également aussi des sociologues. C'est eux qui ont développé les sciences, qui développent les sciences politiques à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas que la lecture des constitutionnalistes. C'est une lecture intéressante, importante qu'on doit prendre en cause. Mais bon, le fait, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de l'interprétation de ce texte. Voilà, et puis on va écouter le ministre de la Justice sur la question. Voilà. Nul ne peut faire plus de 2 mandats conformément à l'article 27 de la Constitution. C'est la réponse du ministre de la Justice, garde des Sceaux, suite à la polémique née après la sortie du constitutionnaliste Babacar Gueye. Ismaël Madior Fall a aussi annoncé une rencontre avec les avocats de l'État sur l'affaire Karim Wade concernant le paiement des honoraires. Un sujet signé Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Le garde des Sceaux fait appel à l'article 27 de la Constitution et c'est 3 fois qu'il le répète pour être précis. Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une 3e fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? Et c'est en réponse à la polémique née après la sortie du professeur constitutionnaliste Babacar Gueye. Autre question abordée, c'est concernant les honoraires des avocats de l'État du Sénégal sur l'affaire Karim Wade. Une rencontre est prévue avec eux dans les jours à venir. Sur la question des honoraires des avocats, nous avons décidé d'avoir une rencontre avec les avocats pour discuter de la question et trouver une formule qui va convenir à toutes les parties. Ismaël Madior Fall fait dans la prudence quand il s'agit de parler de l'affaire Khalifa Sall. Les avocats du maire de Dakar vont internationaliser le combat. Ils ont une stratégie, ils ont le droit de dérouler leur stratégie telle qu'ils l'entendent. C'est un débat juridique sur lequel chacun peut donner son avis. Vous comprenez que le garde des Sceaux est sur une posture, une posture sur laquelle il doit s'interdire de prendre position sur ces questions-là. Le garde des Sceaux peut rappeler les principes généraux
mais ne peut pas, sur des questions comme ça, débat de juristes, débat d'école, où chacun donne son avis, se mettre lui aussi à donner un avis. C'est le maire qui est en prison ou le député? Le garde des Sceaux s'est prononcé en marge de la visite des établissements pénitentiaires de Dakar, où il a magnifié le travail effectué pour l'amélioration des conditions des détenus et les initiatives pour leur réinsertion sociale. Voilà, M. Tine, donc le ministre de la Justice, en même temps constitutionnaliste, a-t-il clos le débat avec cette sortie sur le mandat présidentiel? De mon point de vue, parce que quand même j'ai bien suivi la rédaction de ce texte et discuté avec les rédacteurs, je pense que nous pouvons prendre acte de ce que Ismaël Madior Fall vient de dire, et de dire que c'est fini et qu'on continue à rester vigilants, nous autres aussi, les citoyens sénégalais. Ah, donc, il n'y aura pas de 23 juin bis. Je ne pense pas qu'on puisse avoir de 23 juin bis, mais donc, ceux qui vont essayer aussi vous trouveront devant. Voilà. Nous trouverons les Sénégalais devant eux, hein, c'est très clair ça. Le maire de Dakar, M. Tine, toujours en prison, entre-temps élu député. Ses droits sont-ils bafoués? Si les députés, c'est qu'il faut être logique. On lui dit, vous jouissez de vos droits fondamentaux. Ça, c'est le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, qui l'avait dit, même en prison. Alors, en prison, le juge des élections estime qu'il est éligible. Et il est élu. Il est évident qu'il faut en tirer toutes les conséquences de droit. On ne peut pas faire fi de ce qui s'est passé avant. On ne peut absolument pas dire, voilà, on fait comme si rien ne s'était passé après avoir reconnu ses droits. Donc, il jouit d'une immunité. Il y a quand même aussi, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu la jurisprudence quand même, Barthélémy Diaz, hein. Oui, il y a cette jurisprudence. Il y a la jurisprudence Jacques Chirac, avec la mairie de Paris, quand il a été président de la République. Donc les gens ont suspendu et ils l'ont laissé libre jouir de ses droits civiques et politiques. Sinon, pourquoi avoir permis au maire de Dakar d'être député? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Voilà. C'est mon analyse vraiment je sais pas, de citoyen, voilà, c'est ça, de citoyen, d'intellectuel, tout simplement pour dire le bon sens. Voilà, le bon sens, il est là. Et on entend ces avocats donc qui veulent internationaliser le combat. Est-ce que cette stratégie peut prospérer? De toute façon, ça c'est la stratégie des avocats de Khalifa Sall, c'est leur affaire. Bon, je ne m'en mêle pas, hein, c'est à eux de voir ce qu'ils vont faire. Mais je dis de toute façon, il y a quelque chose qui ne cloche pas quand on dit à quelqu'un, vous êtes présumé innocent, vous pouvez être candidat, il est candidat, il est élu, et les gens disent, bon voilà, écoute, ça ne sert à rien parce que non. Donc, je pense qu'il y a un juriste qui est passé chez vous d'ailleurs, le professeur Fall, qui a donné une très bonne interprétation. Parce que pour le juger maintenant, il va falloir lever son immunité parlementaire. Sinon, ce n'est pas possible. Ah, ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme avant. Et puis, de mon point de vue aussi, il faut considérer le climat global dans lequel on vit et qui est très délétère. Justement, on va en parler. Mais avant cela, Khalifa Sall est-il un prisonnier politique comme le soutiennent ses amis? Donc, écoute, sur ce point, je ne me prononce pas. Je veux être clair parce que nous, Amnesty, nous avons des procédures, nous avons des façons de faire. Nous sommes en train d'étudier le problème. On n'a pas fini. Et quand on aura fini, vraiment, on va le déclarer de façon très claire et très nette. Justement, pour le moment, c'est beaucoup plus le citoyen sénégalais qui se prononce. Dans cette atmosphère, le dialogue politique lancé par l'État du Sénégal peut-il prospérer? Écoutez, bon, nous sommes toujours pour le dialogue politique, pour que les gens s'entendent, pour avoir une démocratie de la délibération, une démocratie effectivement où l'espace de paix. De mon point de vue, on ne peut pas le faire dans un climat où les gens doutent aujourd'hui même de la crédibilité du suffrage universel. Quand vous regardez 2019 et vous voyez les acteurs principaux qui vont venir demain pour 2019, qu'est-ce que vous voyez? Bon, tout ça, ça crée le blues, ça crée l'incertitude, ça crée la confusion. Donc, il faut créer un climat de nature
vraiment à recréer la confiance pour que le dialogue revienne. En faisant quoi? Libérer Je Khalifa pense qu'il y a Sall? beaucoup de choses qu'il faut faire. C'est vrai qu'il y a des propositions très concrètes. Tirer les leçons de ce qui s'est passé pour les élections législatives. Que ce soit la question des cartes d'électeurs, que ce soit la question du comportement de la CENI, que ce soit beaucoup de choses. Il y a des Le ministre de l'Intérieur a été changé. Oui, le ministre de l'Intérieur, il a été changé. C'est une très bonne chose. Maintenant, il continue à gazer les gens. Mais il faut arrêter de gazer les Sénégalais. Les gens se réunissent dans la mairie. Pourquoi aller jeter des bombes lacrymogènes dans la mairie? Ce n'est pas comme ça qu'on peut créer aussi un climat de nature à permettre le dialogue. Maintenant, c'est au chef de l'État, quand même, à lui-même de prendre vraiment conscience de la situation actuelle et de créer les conditions vraiment qui ramènent la paix, la sérénité. On a besoin de beaucoup de sérénité. Ici, vraiment, c'est je dirais même des relations d'inimitié, des relations très tendues, des relations de déliaison. Franchement, ça crée un malaise profond. Donc ce climat-là, vraiment, il faut en finir avec. Et c'est le président lui-même qui peut prendre son courage à deux mains pour dire, voilà, on s'inscrit dans une situation ou dans un cadre où les Sénégalais se parlent, où les Sénégalais discutent et effectivement font en sorte que 2019 puisse être vraiment un moment de démocratie majeure où effectivement, si quelqu'un gagne, on dit, voilà, il a gagné. Et vraiment, on continue, la vie continue. Mais sinon, vraiment, on va vers 2019 dans une situation de tension, de malaise, que personne ne peut voir. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Kenya. Voilà, avant de finir, on parlait d'élections d'ailleurs, dans un pays pas trop lointain, le Libéria, qui vient d'élire un président. Vous, au niveau d'Amnesty, vous saluez ce processus démocratique? Nous, vraiment, moi j'ai été au Libéria au sommet. Il faut quand même saluer le travail qui a été fait par cette grande dame, Madame Johnson Sirleaf. Franchement, qui est arrivée vraiment dans la situation post-conflit, à créer la sérénité. J'étais là-bas au moment où les gens préparaient les élections. J'ai vu la campagne électorale, un peu la préparation avec Weah. J'ai même pris des photos avec Weah. Ces mobilettes, ces trucs, les autres, on les voit. Mais dans un climat relativement serein, sans beaucoup de problèmes, je pense que vraiment la dame a réussi une très grande chose. Et le fait effectivement qu'elle ait respecté aussi ses 2 mandats, sans essayer de continuer, ça aussi c'est une très bonne leçon que nous tirons, qui fait qu'aujourd'hui la CEDEAO est attractive. Avec ce qui s'est passé en Gambie, ce qui s'est passé au Ghana, ce qui se passe également au Libéria, ça veut dire que nous avons des raisons d'espérer vraiment de la sous-région. Donc un pays en guerre qui parvient à organiser des élections libres et démocratiques, quand même, c'est à saluer. Absolument, tout à fait. Voilà. Et puis, avant de vous laisser, il y a également cette question, Yavuz Selim, actuellement, qui pollue le débat. Vous, comment est-ce que vous analysez cette situation? Le chef de l'État même va en parler tout à l'heure dans le journal. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe à Yavuz Selim. Le président de la République n'a pas à s'occuper des problèmes d'écoles privées. Très sincèrement. C'est une école privée. Voilà. Mais quand même, il y a des dessous diplomatiques derrière. Des dessous diplomatiques. Mais attendez, est-ce que vous avez vu la politique d'Erdogan, qui est une politique vraiment de répression massive? Je rappelle d'ailleurs que nous avons la directrice d'Amnesty, Aïdil, qui est aujourd'hui emprisonnée, qui risque 15 ans de prison. Voilà, ça veut dire que c'est une politique de répression. C'est quelqu'un qui finalement a verrouillé, qui est quand même, il faut l'avouer, une politique de dictature. Je ne pense pas aujourd'hui que le Sénégal doit être un pays qui se soumette vraiment à la dictature d'Erdogan. Pour moi, c'est scandaleux. Et pour moi, franchement, je ne partage pas du tout cette option consistant, même si c'est par des voies diplomatiques, il y a le respect des régimes, on s'est choisi, nous au Sénégal, un régime démocratique avec des lois qui fonctionnent, avec des règlements qui fonctionnent.
Personne d'autre ne doit nous obliger à revenir en arrière. Et aujourd'hui, on prive des élèves, des enfants de leurs droits. Moi, j'ai été très, je dirais, indigné. Quand à la rentrée des classes, j'ai vu des policiers empêcher à des enfants d'aller à l'école. Oh, je me suis dit, mais où on se trouve, ce n'est plus le pays de Léopold Sédar Senghor. Moi, je dis, l'administration n'a pas à s'occuper des problèmes de Yavuz Selim. C'est une école privée, reconnue par l'État. Quelqu'un d'autre ne doit pas dire au Sénégal comment tu dois gérer ton école privée. C'est quoi ça? Voilà, merci Alioune, merci pour ce coup de gueule. Voilà. On était ravis de vous recevoir sur ce plateau de 20h. Merci aussi. Et merci également à tous vos téléspectateurs. Voilà, on poursuit cette édition avec le groupe parlementaire Liberté Démocratie qui renforce la capacité de ses membres à travers un séminaire. Les échanges ont tourné autour du rôle du député dans l'examen et le vote de la loi des finances. Le nombre de mandats présidentiels s'est également invité au débat. Compte rendu signé Mam Biram Diouf et Mohamed Dia. Le groupe parlementaire Liberté Démocratie, organe de coordination d'une opposition parlementaire, de veille, de contrôle et de proposition, c'est l'une des thématiques de cet atelier tenu conformément aux recommandations de Maître Abdoulaye Wade selon Maître Madi Keinan pour échanger sur les questions touchant la vie de la nation afin de pouvoir y apporter des réponses à l'hémicycle. Pour la plupart, à part 2 ou 3, je pense qu'ils sont 4 au maximum, à part 4 sur les 19 que nous comptons, tous les autres sont de nouveaux députés. Pour leur permettre d'avoir une participation de qualité, on a considéré qu'il fallait que les députés puissent être formés. C'est un séminaire d'information et de formation. Dans l'attente d'avoir à leur disposition le budget pour l'apprécier au cours de notre séminaire, ces députés seront mieux outillés lors de ces travaux au moment où le projet de loi de finances pour l'année 2018, qui s'élève à plus de 3 709 milliards, a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi. Une fois que l'ouverture a été faite, nous avons 10 jours de lecture du budget. C'est pourquoi vous aurez des réponses très précises. Je ne voudrais pas m'aventurer en tant que président du groupe à répondre maintenant, alors que le groupe abordera dans la deuxième journée qui se tiendra donc avant le démarrage effectif donc, de la session budgétaire. À ce moment-là, vous aurez des réponses précises. L'avis aussi de Maître Madi Keinan sur le débat portant sur le nombre de mandats du président de la République. Aujourd'hui aussi, certains entretiennent avec l'absence de mesures transitoires. Le président serait tenté de considérer que son premier mandat n'est pas concerné et qu'il peut faire 2 mandats. Tout cela sont des choses que nous allons mûrir et nous aurons une position de groupe par rapport à toutes ces questions. Le groupe parlementaire Liberté Démocratie, pour un débat constructif à l'Assemblée, compte développer ce genre de rencontres, d'échanges d'idées. La place de Khalifa Sall n'est pas en prison. Une position de Maître Madi Keinan, le président du groupe parlementaire Liberté Démocratie, soutient que le maire de Dakar doit retrouver ses camarades députés à l'hémicycle. Il mène le combat aux côtés de Manko Tahaou Sénégal. Nous l'écoutons. J'ai eu à le dire et à le répéter lors de l'ouverture. Khalifa Sall, sa place n'est pas la prison, mais sa place, c'est de venir partager avec nous l'Assemblée nationale. J'ai dit et répété que le juge ou la justice, je dis la justice, devrait prendre en compte ce qui est advenu après sa détention. Qu'est-ce qui est advenu après sa détention? Il a été élu député du peuple. Et le juge, il rend la justice au nom du peuple sénégalais. Le fait qu'il ait été élu malgré qu'il soit en détention doit être considéré aujourd'hui comme une position du peuple sénégalais devant amener le juge à le libérer, à lui permettre de remplir sa mission de député, mais aussi de jouir de ses prérogatives.
Puis le ministre de l'Intérieur, lui, était à la Sénat cet après-midi. Il a réitéré son appel au dialogue avec l'opposition. Cependant, il juge que l'instauration d'une autorité de régulation en charge de la gestion des élections n'est pas une exigence. Compte rendu signé Habib Faye et Mardia. Aly Ngouille Ndiaye en visite à la Sénat, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, de par cette prise de contact, veut réitérer la nécessité de collaborer pour ces deux institutions pour une bonne organisation des élections. D'abord des élections que nous venons de finir au 30 juillet 2017, de la nécessaire collaboration qui doit avoir lieu entre la Sénat et le ministère de l'Intérieur, les différentes directions de la Sénat et les différentes directions opérationnelles du ministère de l'Intérieur. Nous avons également parlé des mesures à prendre. Le dialogue national annoncé par le président de la République fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le ministère de l'Intérieur affirme son ouverture à discuter avec l'opposition. Objectif, une bonne préparation des élections de 2019. Je pense que l'opposition reviendra en tout cas à la raison pour venir qu'on discute déjà des questions électorales. Comme j'ai dit, les questions électorales, c'est une composante importante, pas la plus importante certes, mais importante quand même aux yeux du public, aux yeux des partis politiques, et nous devons discuter de cela. À l'opposition qui réclame l'instauration d'une autorité de régulation pour gérer les élections, le ministre répond que ce n'est pas une exigence. Je ne pense pas que c'est une exigence, ça peut être une sollicitation ou une requête, mais aujourd'hui ce n'est pas encore satisfait cette requête. Donc ce qui est important à mon niveau, et je ne peux pas vous dire combien de chances nous avons pour avoir cette requête satisfaite. Aujourd'hui, je suis en charge de l'organisation des élections. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye n'exclut pas l'audit du fichier électoral. Par ailleurs, il estime que l'opposition doit accepter le dialogue politique pour le bon déroulement des élections à venir. La sortie du chef de l'État sur l'affaire Yavuz Selim, Macky Sall soutient que l'administration de l'école a été mise au courant depuis longtemps, mais elle a voulu mettre l'État devant le fait accompli. Il déclare avoir ordonné ses ministres en charge de la question de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner les élèves et les parents d'élèves. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. L'État du Sénégal, considérant la demande de l'État turc, a décidé d'interrompre les activités d'enseignement du mouvement Goulen au Sénégal. Cela a été fait il y a plusieurs mois. Comme nous étions dans une année scolaire, nous avons dit qu'ils vont continuer les enseignements en attendant la fin de l'année. Et un communiqué très clair a été fait pour dire aux parents d'élèves de prendre des dispositions puisque cette association ne pourrait plus continuer à exercer. Cela a été fait, mais contrairement à toutes ces recommandations, les gens ont voulu mettre l'État devant le fait accompli en forçant à nouveau l'ouverture de l'école, ce que l'État du Sénégal fait. Maintenant, j'ai donné instruction au gouvernement d'étudier avec les parents d'élèves la question de tous ces élèves qui étaient pris en charge par Yavuz Selim et qui sont issus de milieux modestes. Bien sûr, il ne s'agit pas de les jeter. L'État prendra toutes les mesures nécessaires pour les accompagner. Nous restons avec le chef de l'État qui a inauguré ce matin le nouveau siège de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. C'était en présence du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Compte rendu signé à Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Par ce geste, l'éducation dans les pays francophones va revêtir un nouveau visage. L'inauguration de cet Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation IFEF va permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les pays ayant en commun la langue française. C'est bien une volonté humaniste, toujours un dépassement d'elle-même pour mieux s'adapter à la situation d'un monde en perpétuel devenir qui a conduit les chefs d'État et de gouvernement à décider ici même il y a 3 ans de la création d'un institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Oui, bien sûr, mieux s'adapter, toujours mieux s'adapter à la situation d'un monde en perpétuel devenir, en perpétuel progrès, où pourtant, 263 millions d'enfants, d'adolescents ne sont toujours pas scolarisés, où des millions de filles sont encore condamnées, parce qu'elles sont des filles, à ne jamais mettre le pied dans une salle de classe. Alors, investir dans une éducation et une formation inclusive et de qualité, dans l'insertion professionnelle des jeunes, n'est pas une priorité parmi d'autres. C'est la condition du succès, c'est la condition de la réussite,
le teki, comme on dit en Wolof. Toujours dans cette quête de qualité pour le système éducatif, plus de 100 000 enseignants seront formés par l'IFEF au Sénégal. Il s'agit de former sur 10 ans plus de 100 000 enseignants. 100 000 enseignants. Pour y parvenir, l'IFEF se donne comme ambition principale de renforcer les capacités des enseignants, des personnels d'encadrement, des cadres et gestionnaires du système éducatif pour l'amélioration de la qualité des programmes d'enseignement du et en français. Selon le président Macky Sall, notre pays octroie 25% de son budget à l'éducation, soit près de 603 milliards de francs CFA. Malgré cela, la performance du système laisse à désirer. Il faut le reconnaître et avoir le courage d'y faire face. Dans nombre de nos pays, la qualité du système éducatif, de l'enseignement fondamental à l'université, fait débat. Et ce, en dépit des moyens importants consacrés au secteur de l'éducation. Si je prends l'exemple du Sénégal, pour l'année en cours, le budget alloué au secteur de l'éducation a été de 603 milliards, soit environ plus de 1,1 milliard de dollars. Il urge de nous interroger et interroger le contenu des programmes et leur adaptation aux réalités changeantes du monde. Ce bel édifice va être le lieu du rendez-vous et du recevoir dans l'espace Sud-Sud où les pays vont saisir des opportunités réelles de formation. Libérer le pouvoir des jeunes filles. Par ce slogan, des organisations de défense des droits des enfants ont tenu à marquer la nécessité de permettre une autonomisation des jeunes filles, notamment par l'éducation. Ils ont fait part de leur plaidoyer à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Compte rendu signé Moussa Ngom et Abdoulaye Diallo. La Journée internationale de la jeune fille célébrée en grande pompe au Théâtre national d'Agnès Sorano, une cérémonie placée sous le signe de l'autonomisation des femmes comme gage de développement. Je pense que la jeune fille, sa position dans le processus de développement du Sénégal est très importante. Et nous l'avons très bien compris. Toutes ces problématiques qui ont été soulevées aujourd'hui ont été prises en charge au niveau du département. De notre département qui a en charge en fait la promotion et l'autonomisation des femmes et le développement social de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, plus que jamais, cette journée est un événement à célébrer. Vu la situation, je ne dirais pas catastrophique, mais alarmante sur l'inégalité homme-femme. L'éducation des filles a été l'un des points majeurs des différents discours des intervenants. L'occasion de revenir sur les contraintes liées au mariage précoce. Nous pouvons retenir 3 éléments phares sur lesquels nous comptons travailler avec les partenaires. Le premier élément, c'est le mariage précoce des enfants, le mariage des enfants. Le deuxième, c'est le maintien des filles à l'école. Et le troisième, c'est le leadership économique et social. En ce qui concerne les mariages d'enfants, c'est un frein au développement social de la fille. C'est un frein au développement psychosocial de la fille. C'est pourquoi nous avons fait un plaidoyer pour éradiquer ce phénomène-là, pour que ces filles-là parce qu'ils ont des droits. Ils ont des droits et leurs droits doivent être respectés. Nous avons voulu profiter de cette occasion aujourd'hui pour rappeler qu'il est temps d'harmoniser ce droit à 18 ans pour respecter le principe d'égalité entre les garçons et les filles tel que le Sénégal l'a ratifié au niveau de la Convention internationale pour les droits de l'enfant. Autre question évoquée, c'est l'égalité des chances entre garçons et filles. La Journée internationale de la jeune fille instituée par l'ONU est célébrée dans le monde depuis 2011. Regardez cette petite fille. Elle est innocente. Elle tâtonne, cherchant le monde. Je vous l'annonçais également dans les titres, la colère des habitants de Bargny et Minam. Ils déplorent l'absence de concertation autour de la construction de la centrale à charbon située dans leur localité. Face à la presse, ils annoncent que le combat pour le respect de leurs droits va se poursuivre. Les détails avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Face à la presse, les populations de Bargny-Minam ruent toujours dans les brancards. Ces habitants affectés par le projet de la centrale à charbon ruminent leur colère face à ce qu'ils considèrent comme un manque de considération. Ce qui se trouve derrière nous, la centrale, c'est un problème que tout le Sénégal est au courant.
Nous avons écrit partout, là où il faut. Mais malheureusement, il n'y a pas de réaction vis-à-vis de l'État. Et nous disons, nous allons nous battre jusqu'à la fin de nos jours. Les Minamois se posent les questions qui vont venir. Est-ce que nous sommes des animaux ou bien nous sommes de la nationalité sénégalaise? Parce que Macky Sall ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe ici, parce que ça fait partie de son programme. Nous, on en a marre d'écrire, dépenser notre argent, de crier partout. On en a marre vraiment de faire tout cela et en vain ou bien en retour, on n'entend rien du tout venant des autorités. Déterminés à ne pas se laisser casser du sucre sur leur dos, ces populations réclament justice et respect des normes environnementales et sociales. Il y a des menaces, il y a la police, il y a la gendarmerie, mais nous n'allons pas reculer d'un pas de notre programme. C'est l'État qui a posé ces lois, il ne doit pas les transgresser. Une population, s'il y a expropriation forcée, il doit y avoir des dédommagements et déplacer cette population sur des lieux bien aménagés. C'est ça que l'on demande. Il n'y a pas 2 ou 3, on ne se pose pas certaines questions. Si l'État le fait, tant mieux, nous on se déplace. S'il ne le fait pas, nous allons nous battre jusqu'à la fin. Au-delà de leur sortie, ces habitants de Minam annoncent d'autres actions allant dans le sens de respect de leurs droits. Une autre manifestation, celle des populations de Mumbai, Mbao et Taré, dans le département de Gandiol. Elle dénonce la déviation envisagée par les autorités locales pour la construction de la route, mais aussi le manque d'eau potable. Les 10 villages de la commune étaient dans la rue pour manifester leur colère et appeler le gouvernement à réagir. Les détails avec nos correspondants sur place, Ousseinou Diop et Habib Sek. Les populations des villages de Mumbai, Degouniaï, Mouyit, Darou Mumbai, Ndiol, Mbao, Taré et Mboyen ont marché pour dénoncer la décision prise par les autorités locales, notamment le maire de Ndiébène Gandiol, pour dévier la nouvelle route de la Banque mondiale qui devait passer entre ces villages. Elle s'oppose à ce projet et demande le soutien du chef de l'État. Nous avertissons le chef de projet et les promoteurs. On va passer sur nos corps pour réaliser ce contournement. Nous n'allons pas... Nous n'allons pas accepter encore une fois de plus cette hold-up. C'est un hold-up. La brèche a mis à genoux l'économie locale. Nous n'allons pas accepter un deuxième attentat économique. Pour les populations de Mumbai, si la route passe dans les champs, contrairement à ce qui était prévu, c'est toute l'économie locale qui sera paralysée. Dévier la route pour la construire dans les champs est une chose inadmissible. C'est tout simplement paralyser l'économie des villages. Ces manifestants ont aussi dénoncé la pratique ancienne des villageois pour trouver le liquide précieux. Vous voyez les femmes, on reste 15 jours sans pour autant trouver de l'eau. Ça c'est extrêmement difficile pour les femmes. Et les factures continuent de taxer le même montant. Donc c'est difficile. À Mumbai, les populations des 10 villages ont marché pour exiger le maintien du projet de la construction de la route dans la localité. Sans quoi, elles ont promis de remettre ça dans les prochains jours. Et puis les 280 ex-travailleurs de Sotiba réclament 580 millions de francs CFA à l'État et le règlement du passif social. Face à la presse hier, à Pékin, ils menacent d'organiser une marche de protestation. Là-dessus, nous écoutons Lamine Khan, leur porte-parole au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. De la procédure de vente de l'usine Sotiska de Kaon par une négociation de l'État avec la SONAM. Nous demandons aussi le règlement du passif social des employés de Sotiba et de Sotexka. Nous demandons l'annulation du décret numéro 2011-1027 du 25 juillet 2011 qui autorisait la cession des actions de Sotiba, la cession des actions de Sotexka à Serigne. Nous demandons le départ de M. Serigne de la société puisqu'il n'a aucun projet industriel. Avant-dernier point, nous demandons l'ouverture d'une enquête exhaustive sur la subvention que l'État a donnée à Domitesca à Serigne et qui devait servir entre autres à faire démarrer l'usine, à régler le passif social. Et dernier point, nous demandons l'ouverture d'une enquête sur la vente du foncier de Sotiba à Dakar. Voilà ce que nous demandons à l'État et nous demandons que ça soit fait et immédiatement parce que rien ne peut attendre, tout est urgent. Il y a 280 travailleurs concernés et les montants que nous réclamons
pour Sotiba, c'est 520 millions seulement. Et ce montant, ce n'est pas estimé, c'est un montant validé en justice. Et le matériel saisi à Kaolack a été saisi par les travailleurs. Et n'importe quand, les travailleurs peuvent exécuter les décisions de justice concernant ce matériel. Et la semaine prochaine, c'est l'étape 3. Et puis le petit train bleu de la banlieue va assurer la desserte Dakar-Tivaouane les lundis, mercredis et vendredis. C'est le directeur général du PIBSA qui l'annonce face à la presse ce matin. Omar Boun Khattab Silla estime que cela permettra aux usagers d'éviter les embouteillages. Nous l'écoutons, il est interrogé par Cheikh Tidiane John et Ibou Diouf. À partir du 16, les lundis, les mercredis et les vendredis, il y aura des allers-retours sur Tivaouane. Donc c'était ça la nouvelle donne. C'est pour, dans un premier temps, un trafic voyageur. Nous avons un fort héritage ferroviaire. Nous avons un bon réseau qu'il faut juste réadapter, réajuster. Alors, nous avons une mission et une compétence nationale. Alors nous nous sommes dit, comme l'axe nord est en bon état et que ce sont des Sénégalais qui habitent dans toutes ces zones, ce serait bien d'aller vers ces populations comme nous l'a instruit l'autorité, leur assurer quand même une bonne fourniture du service public, un transport ferroviaire de qualité. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Téléfutur Média. Au revoir.